Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une, la surveillance des sites Seveso accrue partout en France après l'attentat survenu ce matin dans une usine chimique en Isère. En Martinique, 7 entreprises sont classées Seveso, dont EDF ou la Sara, qui a reçu de nombreuses consignes aujourd'hui. 2 gardiens de prison de Ducos mis en examen pour trafic d'objets interdits et corruption. Le procureur a requis un placement en détention. Ils sont suspectés d'avoir introduit dans l'enceinte des murs des objets interdits. La filière maraîchère a inauguré ce matin ses nouveaux locaux de conditionnement de produits frais. L'ancienne usine de la Socopma a fait peau neuve pour devenir la Maya. À la clé, la promesse d'une meilleure organisation du circuit. Suite de notre série consacrée à la filière équestre à la veille du Matinique Cheval Show. La Martinique accueille en ce moment un recruteur d'une prestigieuse école de jockey. Le formateur a été à la rencontre de jeunes du centre équestre de Sainte-Marie. Et nous évoquerons plus en détail le programme de cette fête du cheval ce week-end sur la place de la Savane avec notre invité Laurence Guinchard, propriétaire du Ranch Jack. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. La France, une nouvelle fois, en alerte attentat. En Isère, une usine chimique a été visée ce matin par un terroriste. Un corps décapité, 4 personnes en garde à vue. Le site touché fait partie de l'une des 1200 structures industrielles à risque en France classées Seveso. Chez nous, 7 sites industriels sont concernés et certains ont reçu de nouvelles consignes de vigilance ce matin. Hélène Renaud. Des sites industriels sous haute surveillance. La centrale électrique thermique de Bellefontaine fait partie des 7 sites industriels classés Seveso de Lille. En clair, ces installations dangereuses sont soumises à des règles de sécurité très strictes. Depuis l'attentat qui a frappé aujourd'hui en Isère un site de gaz industriel classé Seveso, le site de Bellefontaine n'a pas reçu de nouvelles consignes de vigilance. La sécurité y est déjà renforcée depuis l'attaque contre Charlie Hebdo en janvier dernier. On est sur des sites qui sont gardiennés, surveillés, avec des consignes d'accès, avec des accès par badge qui sont en place. Et puis sur le reste de nos sites, sur tous nos sites, on a des systèmes de protection qui sont en place et qui sont mis en œuvre de façon permanente. L'usine de Bellefontaine est un site classé Seveso de catégorie seuil bas. Elle présente donc des risques industriels, mais sa quantité de produits dangereux reste limitée. En revanche, 3 sites industriels de Lille présentent un seuil haut. C'est le cas de la raffinerie Sara, qui stocke une très grande quantité de matières dangereuses comme le pétrole brut. L'entreprise est aussi classée site sensible. À cause de sa dangerosité, la Sara a reçu des consignes de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Martinique après les événements d'aujourd'hui. Ce mail, en fait, ce mail que nous avons reçu de la DEAL ce matin, qui nous demande de renforcer les mesures de surveillance de nos dépôts et de nos installations en tant que site sensible, en attendant des consignes du ministère de l'Intérieur. L'entreprise a déjà en place un dispositif de sécurité draconien qui est renforcé en fonction des niveaux d'alerte du plan Vigipirate et en cas d'attentat. Nous, on a ce qu'on appelle un plan d'intervention interne, un POI, et qui va nous permettre de faire face aux conséquences de l'attentat. Et si jamais il y a une présomption d'extension des phénomènes à l'extérieur de notre site, la préfecture va, elle, déclencher ce qu'on appelle un PPI, un plan particulier d'intervention. Donc ils vont renforcer les moyens de la Sara afin de gérer les évacuations, gérer les routes, de façon à ce que les effets de ce qui se passe n'aient pas d'impact sur la population. Pas de panique, pour l'instant l'alerte maximum du plan Vigipirate ne concerne que la région Rhône-Alpes où l'attaque meurtrière a eu lieu. Au chapitre justice, 4 personnes, dont 2 surveillants du centre pénitentiaire de Ducos, sont impliquées dans un trafic d'objets interdits. Après 4 jours de garde à vue, le procureur de la République a requis leur placement en détention. Ils sont accusés d'avoir fait passer près de 800 téléphones et une centaine de kilos de cannabis. Ces hommes restent dans l'attente de la décision du juge des libertés et de la détention. Ce matin, le procureur de la République s'est exprimé sur l'affaire lors d'une conférence de presse. On écoute ses explications recueillies par Loïc Régis. 800 téléphones portables, une centaine de kilos de cannabis et des bouteilles d'alcool.
C'est le volume d'objets illicites qui aurait été introduit à la prison de Ducos en un an. Il est arrivé aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de découvrir très rapidement, chez certains détenus importants, on va dire, entre guillemets, des objets illicites et notamment des cartes SIM ou des téléphones portables. Donc on a une vraie problématique qui n'est peut-être pas entièrement réglée avec cette affaire, mais l'enquête va se poursuivre et les juges d'instruction, 2 juges d'instruction sont saisis pour poursuivre les investigations. Des constats qui ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie. Il a fallu plusieurs mois d'investigation pour remonter la piste de ce trafic organisé. Nous avons obtenu des témoignages, des dénonciations et un travail minutieux d'enquête patrimoniale, d'enquête technique, analyse de téléphone, et puis ensuite garde à vue, perquisition, qui nous ont permis de réunir des charges à l'encontre de ces 2 individus qui sont présentés ce matin au juge d'instruction. 2 gardiens, un major, membre du personnel d'encadrement et un surveillant. Ils auraient perçu des sommes importantes en échange des objets. Le parquet a demandé qu'ils soient écroués sans délai dans l'attente des résultats de l'instruction. Le parquet sollicite leur mise en examen pour corruption active, corruption passive, trafic de stupéfiants et requiert effectivement à ce qu'ils soient placés en détention compte tenu de l'extrême gravité des faits dont ils sont suspectés. 2 autres suspects ont été mis en examen dans cette affaire, un prisonnier et un ancien détenu soupçonné d'être à l'origine du trafic. Reportage signé Kathleen Bilascopette, Loïc Régis. L'actualité judiciaire, c'était aussi cette conférence de presse au campus de Schellcher donnée ce matin par l'une des avocates de la présidente de l'Université des Antilles. Il s'agissait pour maître Sabrina Goldman de faire le point sur l'affaire Sérégmia et la plainte déposée par Corinne Mancé-Caster pour diffamation et injure publique à l'encontre des responsables du laboratoire Sérégmia. On écoute l'avocate de Corinne Mancé-Caster, elle répond aux questions de Guy Raphaël-René. C'est Madame Mancé-Caster, en tant que présidente de l'université, et le ministère public qui poursuivent ces personnes en justice. Après, ce sera à la juge d'instruction de décider dans le courant de l'été s'ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel ou non. Je dirais que même si ces agissements ne devaient pas être pénalement réprimés, ils sont de toute manière établis. C'est-à-dire que les intéressés eux-mêmes ont reconnu avoir envoyé ces mails diffamatoires, injurieux et menaçants à Madame Mancé-Caster. J'ai entendu de la part de la défense de messieurs Célimène, Logossa et Carpin qu'on prenait comme une victoire, un réquisitoire au fin de non-lieu du procureur de la République rendu récemment. Je voudrais dire que ce réquisitoire, il ne remet en cause en aucune manière la matérialité des faits et la responsabilité des 3 sur ces faits de diffamation, injure publique. Ce réquisitoire vise un problème de pure procédure qui est lié à la matière très technique qui est celle de la diffamation, mais à aucun moment ce réquisitoire ne remet en cause la responsabilité des 3 personnes sur ces mails diffamatoires et injurieux. Et puis surtout, ce n'est pas le procureur de la République qui prend la décision, ce sera la juge d'instruction qui décidera ou pas de les renvoyer devant le tribunal. Le marché agricole d'intérêt antillais a inauguré ses nouveaux locaux ce matin. Une usine flambant neuve censée redynamiser la filière maraîchère. Un bâtiment rénové en lieu et place de l'ancienne Socopma. Plus de précisions avec Guy Raphaël-René. Nous sommes ici dans les anciens locaux de Socopma. Elle fait définitivement partie du passé. Il a fallu du temps, mais la page a bel et bien été tournée, comme l'a rappelé le président. Désormais, la Socopma n'est plus, il faudra faire avec Maya, le marché agricole d'intérêt antillais. Une structure qui offre de nouvelles perspectives d'après les anciens dirigeants de la Socopma, qui a connu de nombreuses difficultés ces dernières années. C'est une bonne chose dans la mesure où ça permet de fixer le revenu pour les agriculteurs, mais aussi d'avoir des perspectives de diversification sur le marché agricole martiniquais. Un climat de confiance restauré auprès des producteurs. Certains avaient traversé des périodes compliquées avec la Socopma qui avait parfois du mal à les rémunérer. Nous sommes bien contents. Normalement, peut-être c'est un changement pour nous, pour
pour faire nous apprendre la Socopma, mais si manière nous est là, moi je pense que c'est un grand changement pour nous. Il y avait un climat de division pour empêcher que cette structure-là voie le jour. Nous attendions ça parce que la banane est organisée, la canne est organisée. Donc il y aura une planification et une organisation. Quand je parle de planification, je veux dire que anciennement c'était t'as café concombre, tout le monde a fait concombre, t'as café tomate, tout le monde a fait tomate et nous quand venir déverser. Jeudi jour, c'est ça d'eau ou qu'à livrer. D'où ces 7 chambres froides que vous voyez avec des températures différentes. Si Maya s'est installée en lieu et place de l'ancienne coopérative, elle garde la même vocation, la collecte et la redistribution des produits, mais de façon plus raisonnée. Aussi d'organiser et d'ordonnancer les planifications en fonction de la demande du marché et également donc de les réceptionner, de les agréer et de les vendre. Nous avons fait le choix d'avoir 7 chambres froides différentes parce que nous savons que les produits sont sensibles à des taux de température différents, d'hydrométrie et de taux d'émission d'éthylène. Les produits ensuite seront commercialisés, distribués chez nos clients. Les premiers arrivages de produits sont prévus dans l'immédiat et l'activité devrait atteindre sa vitesse de croisière d'ici quelques semaines. En bref, au chapitre économie, la consommation des ménages a légèrement augmenté de 0,1% en mai selon l'INSEE. Cette hausse provient directement de l'augmentation du prix de l'énergie et de l'alimentation. Le poisson et les produits frais, par exemple, augmentent respectivement de 4 et 2%. A l'inverse, bonne nouvelle, le prix des légumes, nous en parlions à l'instant, est en baisse de 1,2%. L'ancienne centrale électrique de Bellefontaine prend des allures de pépinière. Le bâtiment va accueillir des entreprises spécialisées dans l'innovation et les énergies renouvelables. Un projet mis en place par EDF, mais aussi par Cap Nord, qui cherche à redynamiser la zone. Élodie Toto, Hélène Renaud. Observez cet étrange véhicule. Il s'agit d'un quadricycle à moteur, une voiture électrique dernier cri. Un véhicule innovant certes, mais qui n'est pas forcément adapté au territoire martiniquais. Si on charge beaucoup de voitures électriques sur le réseau, on risque de créer des perturbations très importantes qui feront que le réseau électrique martiniquais ne tiendra pas le coup. Pour éviter que cela ne se produise, ce jeune entrepreneur cherche des solutions de chargement alternatives. Son idée directrice, les panneaux photovoltaïques. Une piste qu'il va développer avec d'autres entreprises, ici, au nouvel incubateur de l'innovation du Nord. Inauguré ce matin à l'ancienne centrale électrique de Bellefontaine, il a vocation à devenir la Silicon Valley de la transition énergétique. Pour développer sur le site des démonstrations, avec une idée principale, c'est de travailler à ce que toutes ces solutions, on les teste, on les adapte en fait à la Martinique, et puis que des entreprises martiniquaises, des start-up puissent derrière les prendre et les déployer sur le territoire en Martinique. Une aubaine pour ces jeunes entreprises. On est encore dans une phase de grande vulnérabilité pour une entreprise, c'est-à-dire qu'on est à la recherche de contrats importants et d'où pour nous l'extraordinaire opportunité d'une pépinière qui nous expose. On a surtout beaucoup plus de flexibilité, de créativité dans le domaine des startups que dans celui des groupes qui sont déjà établis. Donc là-dessus, c'est vrai que pour nous, le champ des possibles est démultiplié. Un accord gagnant-gagnant destiné aussi à dynamiser le nord de l'île. Nos Caraïbes a manqué de cela depuis il y a quelques années. Donc nous avions voulu signer cette convention avec l'EDF. C'est pour permettre aux habitants du Nord-Caraïbe et à d'autres personnes de venir investir sur la côte Caraïbe. Car le Nord souffre aujourd'hui d'un manque d'attractivité. Avec l'ouverture de ce bassin de jeunes entreprises, son image pourrait à terme évoluer. Sophie Élyséan, déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer en visite en Martinique. Ce matin à la préfecture de Fort-de-France, elle a rencontré des membres du Conseil départemental de la jeunesse ainsi que des représentants du Pôle emploi et de l'ADOM. Objectif, mettre en place des actions pour cette tranche de la population fortement touchée par le chômage. Et la déléguée ministérielle était aussi dans l'île Sœur cette semaine. Elle est allée à la rencontre de 2 jeunes chefs d'entreprise pointois. Leur structure AeroWorks s'est fait une place dans l'imagerie aérienne. Elle propose à de nombreux professionnels de survoler, chantiers ou sites difficiles d'accès. Efficace et non polluant, l'entreprise connaît un succès pérenne. Linda Kayarsi. Ce géomètre et cette productrice ont un point commun. Tous les deux, ils ont fait appel à Bruno et Olivier, 2 jeunes entrepreneurs à la tête d'une société spécialisée
dans la photographie et la vidéo aérienne haute définition par drone. On utilise différents types de drones. Il peut y avoir des drones à hélice, des drones comme type hélicoptère, on va dire ça comme ça, qu'on appelle multirotor. Il y a des drones à voilure fixe qui ressemblent à des avions. Comme on conçoit nos machines nous-mêmes et qu'on les améliore nous-mêmes, on a besoin donc d'avoir beaucoup de machines, on va dire, de recherche. Cela fait maintenant 3 ans que les deux frères, forts de leur expérience en ingénierie aéronautique au sein d'Air France et en géologie et études de risques naturels, ont su se faire un nom dans le marché très prisé de l'image aérienne. Petit à petit, c'est-à-dire on a commencé à fournir des images pour rendre service et puis après on nous a commandé. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché derrière ça. Nous, le fait d'avoir des fonds disponibles dès le début nous a beaucoup aidé et nous permet de continuer un peu de travailler avec 1 an d'avance. Aujourd'hui, les passionnés de modélisme mettent leur professionnalisme et leur savoir-faire au service d'une clientèle locale, mais aussi caribéenne, suivie de chantiers en passant par le cinéma et les cabinets de géomètres. Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait qu'une méthode, c'était soit l'avion, mais qui vole vite et qui des fois ne permet pas de rester près d'un objet, qui peut être un monument, qui peut être un terrain, soit l'hélicoptère. Et les hélicoptères, il y en a très peu en Guadeloupe, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas de disponible au niveau civil. Aujourd'hui, on a donc quelques entreprises qui ont la possibilité de faire voler ce type de machines, qui sont des drones, donc très légers, électriques. Les drones se sont démocratisés à une vitesse folle et leurs vidéos inondent le monde de la production audiovisuelle. Cette productrice n'a pas hésité à faire appel aux frères Cancel. Aujourd'hui, il n'y a plus un film où il n'y a pas des prises de vue aériennes. Ça rajoute de l'esthétisme, ça permet une meilleure visibilité géographique de la zone. Quand on fait des documentaires et qu'on veut présenter la Guadeloupe, ma foi, quoi de plus esthétique que de belles prises de vue aériennes. L'imagerie par drone, une petite révolution sur laquelle les frères Cancel comptent bien survoler bien des années. Restez avec nous dans quelques instants. Ce coup de projecteur sur un drame de l'errance. Celle qu'on surnomme la femme à barbe vit son domicile fixe depuis plusieurs années au Terre-Saint-Ville. Notre reportage est à suivre. Puis les yaourts Cito, nous les avons tous une fois goûtés. L'entreprise familiale qui les fabrique est présente au rayon frais depuis de nombreuses années. Nous connaîtrons certainement les secrets de ce succès. Mais avant, événement majeur de l'année équestre, l'incontournable Salon du Cheval Martinique Cheval Show ouvre ses portes place de la Savane ce week-end au programme animation, démonstration et compétition. Toute la semaine, nous avons d'ailleurs proposé une série de reportages sur la filière. Ce soir, en écho à cette manifestation, nous recevons Laurence Guinchard, propriétaire du Ranch Jack. Merci de nous rejoindre. Merci. Alors, 2 jours vont donc être nécessaires pour jauger la popularité de l'équitation dans l'île. Quels seront les principaux temps forts de la manifestation ? Alors pendant cette manifestation, il y a une compétition déjà qui est organisée entre la Martinique et la Guadeloupe. Donc j'invite beaucoup de Martiniquais de venir encourager l'équipe de Martinique. Ensuite, il y aura donc des animations pour montrer un peu ce qui se fait sur la Martinique, dans les différents centres équestres. Il y aura des stands où on peut voir un peu tout ce qui se passe. Donc il y a des stands pour les centres équestres, pour les métiers, pour tout ce qui touche le cheval. Et il y aura aussi des baptêmes pour les enfants, donc c'est l'occasion de s'initier à l'équitation. De sortir en famille surtout. Voilà. Alors l'équitation est-elle créatrice d'emplois et de talents en Martinique? De nombreux professionnels comme vous tentent de trouver des solutions aux problèmes. Cette semaine, à Sainte-Marie d'ailleurs, un recruteur d'une prestigieuse école de formation de jockey a rencontré les licenciés de la commune. Une matinée de détection captée par Loïc Régis. Reportage. Tombolo à portée de vue, plage déserte, un décor de choix pour une balade à cheval, mais ces jeunes samaritains ne sont pas là pour la promenade. Dans ce groupe de jockeys en herbe, un jeune prometteur. À la rentrée, Rodney Gilly intègre l'une des plus prestigieuses écoles de formation équestre de France. Pour cet amoureux du sport hippique, depuis son plus jeune âge, c'est un rêve qui se réalise. Depuis tout petit, j'ai demandé à mon papa un cheval, déjà, mais il n'avait pas les moyens. Et maintenant, il a les moyens. Bon, il m'a donné un cheval, c'est bon. Et j'ai commencé à aimer ça. Et puis, vraiment, je me suis dit dans ma tête qu'il faut que j'essaye de faire un truc dans ma vie. Comme ça. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais faire un jockey. Comme ça, je vais essayer de faire un jockey. Mais pour Rodney, l'aventure ne doit pas s'arrêter là. Je veux partir. Ah ouais, je vais aller en métro pour apprendre mieux à monter. Tout ça, je veux faire ça.
Puis après, s'il le faut, je peux retourner ici et puis je vais faire des courses à carrière par exemple. Comme lui, d'autres licenciés du club équestre de Sainte-Marie rêvent de faire carrière au plus haut niveau. Justement, ce matin, un recruteur a fait le déplacement de l'Hexagone pour détecter de futurs talents. On cherche de préférence des jeunes pas trop grands, légers. Et j'ai reçu un jeune tout à l'heure qui fait 1m80. Donc 1m80, le galop, c'est pas possible, mais on a aussi des écoles de trot. Mais quelle que soit l'ambition ou la passion, les critères restent draconiens. On peut commencer à monter en course d'apprenti à partir de 16 ans. Avec une licence d'apprenti, c'est les entraîneurs qui décident de prendre les licences ou pas. C'est en fonction des capacités que développe le jeune, capacités sportives, mentales et puis évidemment équestres pour pouvoir devenir jockey. S'il réussit son pari, Rodney sera une exception, car pour l'heure, jockey ou encadrant, rares sont les Martiniquais représentés dans cette discipline. Laurence Gachard, vous avez vu ce reportage, la discipline intéresse les jeunes. Est-ce qu'elle est créatrice d'emplois? Est-ce que les Martiniquais se sont concernés à y travailler? Alors, maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes qui s'intéressent à l'équitation dans tous les domaines, aussi bien pour s'occuper des chevaux que pour les monter ou être jockey. Pendant plusieurs années, il n'y avait pas de formation pour pouvoir faire ces métiers-là. Et là, le Martinique Cheval Show et la filière équestre essaie justement de faire en sorte que les formations s'ouvrent en Martinique et que des jeunes puissent partir ou puissent se former en Martinique, évidemment. Alors vous proposez aux Trois-Îlets des balades à cheval dans votre structure, mais également des cours. Quel est le profil des personnes qui frappent à la porte de votre ranch? Alors ça a changé avec le temps. Le ranch existe depuis 41 ans. Donc au départ, nous avions beaucoup de touristes, très peu de population de cavaliers locales. Et maintenant, on a 80% de locaux à cheval et une vingtaine de touristes. Alors l'image selon laquelle les courses sont réservées à une élite, c'est juste une caricature de nos jours. De nos jours, tout le monde peut monter à cheval, avec les centres aérés, avec les colonies, avec les écoles. Tout le monde maintenant peut toucher l'équitation. Alors 5 autres structures comme la vôtre dispensent des cours d'équitation, proposent également aux Martiniquais des balades à cheval. Peut-on dire que la filière hippique ne connaît pas la crise? Avec les dernières années, les clubs sont complets. Ouais. Donc l'équitation intéresse de plus en plus. Et malgré la crise, eh bien, il y a toujours des cavaliers. Donc, comme quoi, tout le monde peut monter à cheval, peu importe en fait le budget. Très bien, merci Laurence Gachard d'avoir répondu à nos questions. Rappelons que vous serez aussi place de la Savane ce week-end à l'occasion du premier salon du cheval de la Caraïbe, le Martinique Cheval Show. Plein feu pour continuer sur cette jeune association de danse Dream Dance, formée au classique ou encore au modern jazz, près d'une soixantaine de jeunes. Ce samedi, les membres de la structure montent sur les planches du Grand Carbet pour présenter leur premier spectacle. Un événement haut en couleur sur fond de contes de fées. Avant d'entraîner les spectateurs dans le monde enchanté de la fée Clochette, notre correspondante Camille Joseph est allée les surprendre en pleine répétition. Pour l'ultime répétition avant le spectacle, dont la partie principale est basée sur l'histoire d'une aventure inédite de la fée Clochette, les danseuses sont au taquet, prêtes à affronter l'appréciation du public. Vous allez devant vos fées, bien les yeux devant. J'ai le rôle des gouttes de rosée et la petite sirène. C'est stressant parce que on n'est pas habitué. Comme c'est le premier spectacle de l'école de danse, on va donner le meilleur de nous-mêmes, donc ça vaut vraiment le coup de venir voir. Les spectateurs seront invités à suivre Clochette à la découverte d'un secret qui pourrait bien changer sa vie. Le tout servi par de belles musiques et chansons des répertoires classiques et contemporains. Nous allons retrouver donc tous les élèves de 3 ans, les petits poussins d'éveil, initiation, jusqu'aux adultes. Nous aurons aussi en première partie donc, les autres danses qui vont ouvrir l'année prochaine. Donc on aura du crump, du hip-hop, de la kizomba et bien d'autres choses à découvrir. Pour leur premier spectacle, les élèves ont engrangé pas moins d'une trentaine d'heures de répétition générale, les dimanches et jours fériés notamment, et sont toutes prêtes pour samedi soir.
L'information locale et régionale continue, plein feu sur vos quartiers tout de suite avec votre JT des communes. Direction les Terres Saint-Ville, ce quartier populaire de la capitale foyalaise pour débuter notre JT des communes. Une femme d'une cinquantaine d'années, bien connue par les riverains, a été filmée par des passants. Sa singularité entraîne tantôt les moqueries, tantôt la curiosité. On l'appelle la femme à barbe. Elle erre depuis plusieurs mois dans les rues, un drame de la précarité qui ne laisse personne insensible. Loïc Régis. Dans le quartier des Terres Saint-Ville, cette femme d'une cinquantaine d'années, filmée par un passant, est surnommée femme à barbe. Sans domicile fixe, elle est connue des services sociaux. Non répertoriée comme toxicomane, elle souffre de problèmes mentaux. C'est quelqu'un qui est suivi depuis un certain nombre d'années par les services psychiatriques de Colson. C'est quelqu'un qui a été pris et qui est toujours pris en charge en accompagnement par l'équipe mobile de réinsertion de crise de l'EMRI. L'EMRI, c'est un service de Colson. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui avait été intégré dans un dispositif de logement et qui a été expulsé. C'est dans cette boulangerie du quartier qu'elle trouve parfois refuge, un lieu où elle peut se nourrir gratuitement, un acte de solidarité que le gérant pratique sans réfléchir. L'histoire de la pâtisserie remonte à mon père et je dirais que de voir dans les rues les errants parfois, donc nous sommes tous humains et ça nous arrive de pallier un petit peu à ce manque qu'ils ont parfois. Certains riverains n'hésitent pas eux aussi à tendre la main. Je suis pour ça, mais pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui se fait passer pour démunis, alors qu'ils n'ont pas besoin de ça. Je trouve que c'est bien, il faut s'aider, au lieu de se tuer et tout, tu vois, il faut s'aider, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'offrir soit des boissons, soit des nourritures, mais il faut savoir aussi qu'il y en a certains qui préfèrent plus l'argent que, donc voilà. Les services de l'Assise accompagnent chaque année près de 600 personnes à Fort-de-France, des sans domicile fixe, mais surtout de nombreuses familles qui vivent dans des conditions précaires. Et faire preuve de solidarité, vous pourrez aussi le faire à Ducos. Depuis hier, la commune accueille sur la place des Fêtes une collecte de l'Assise, SAMU social, comme à l'accoutumée. Ils attendent vêtements, accessoires ou encore chaussures usagées afin de les distribuer aux personnes nécessiteuses. La récolte s'effectue de 9h30 à 15h30. Vous êtes certainement nombreux à savourer au quotidien les yaourts Cito. On peut retrouver ces produits dans les rayons de la plupart des grandes surfaces de l'île. Mais connaissez-vous l'histoire de cette petite unité semi-industrielle qui les fabrique? Née il y a un peu plus de 40 ans, cette structure familiale est un véritable exemple de ténacité. Hubert Bornil et Michelet François vous en disent plus. Aujourd'hui, je suis dans les yaourts Cito. On m'a placé au poste de mise en casier. Une activité, vous voyez, assez prenante. Hein. Les yaourts Cito, c'est toute une histoire vieille de plus de 40 ans, une histoire familiale au départ. Les yaourts étaient faits dans la maison, à la main, de manière très artisanale. Aujourd'hui, c'est devenu une petite entreprise assez charmante. Belle histoire, regardez. Aujourd'hui encore, le laboratoire se trouve en contrebas de la maison familiale. Aujourd'hui, comme avant, les époux Germanicus entretiennent une grande complicité. Nous avons pris la recette sur une boîte de lait, sur une boîte de lait. J'étais facteur dans le temps et puis j'ai dit bon, je ne voulais pas y retourner là-bas. J'ai dit bon, ma femme, quand je lui ai dit qu'il fallait confirmer son billet, elle m'a dit qu'il fallait confirmer le billet pour partir. Je lui ai dit je ne pars plus. C'est par un coup de tête que j'ai décidé de rester. Et c'est comme cela que le facteur et sa femme se sont lancés dans la fabrication de yaourts. En ce temps-là, comme outil de production, il y avait la louche, le faitout et un fort parfum de passion. On a commencé à faire ça à petite échelle. Et puis petit à petit, ça a pris de l'extension. 43 ans après, la petite entreprise produit environ 14 000 yaourts jour et c'est le fils aîné qui est désormais aux commandes. Je suis presque un bébé Cito, on va dire, puisque j'étais à l'origine un petit peu de l'entreprise. Donc pour moi, c'est très valorisant de reprendre l'entreprise familiale où les parents se sont beaucoup battus pour arriver à ce stade-là. Mais derrière cette façade idyllique, que de travail accompli et que d'incertitudes, surtout à l'heure des grands choix. Ce qui nous différencie, c'est la qualité de notre produit. On fait vraiment un yaourt que mes parents ont réussi à transposer une recette fait maison dans un mode de fonctionnement, dans un mode de production semi-artisanal ou semi-industriel. Partie essentielle de l'opération, la sortie du laboratoire avec le lait ensemencé qui va
tout de suite partir en chambre chaude où il devra rester 3 heures de temps à température de 45 degrés. C'est parti. Notre journal local et communal se termine. Restez sur ATV. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Antché Pays.